Le mystère du porte-clés. Une nouvelle écrite et interprétée par Anna, Maxime, Antoine, Corentin et Maxime. Une nouvelle parmi les 6 créées par les 4e C du collège Pierre de Ronsard et mise en musique par Le Cri de l'Armoire. Je m'appelle James Dokes, détective de 31 ans caractérisé par la colère et la violence. Mon histoire a commencé dans une rue inconnue de Chicago. N'ayant rien d'autre à faire ce soir-là, je décidai de me promener avant de tomber sur une étrange boutique de souvenirs. Une sensation m'envahit soudainement. C'était un désir profond, une envie dévorante et presque obsédante. Mais pour quelle raison ? Ce n'était qu'un simple bâtiment, après tout. Qu'y avait-il de si spécial pour qu'une telle pulsion ronge mes pensées ? Je me laisse finalement porter par ces pensées et rentre dans cette boutique. Je jetterai un rapide coup d'œil et je repartirai afin de comprendre pourquoi une telle réaction face à ce lieu en particulier. Bonjour, monsieur. À peine rentré, je constate des comportements anormaux. Sans dire un seul mot, je me dirige droit vers le fond du magasin, ignorant avec irrespect le salut du vendeur. Au fond se trouve un porte-clés dont je m'empare fermement. Sur cet objet, en métal, se trouve une image de 2 créatures humanoïdes, les yeux fermés et l'air paisible. L'une jaune, pleine de lumière et de joie. L'autre rouge, sinistre et mystérieuse. Cela n'avait aucun sens. Qu'est-ce qu'un porte-clés, représentant 2 personnages enroulés sur eux-mêmes, faisait ici dans une boutique de souvenirs ? Rien ne collait dans cette histoire, mais je ne cherchais pas à en savoir plus. Je m'approchai du vendeur que j'avais ignoré plus tôt, payai pour le porte-clés et m'en allai aussi muet que je l'étais en rentrant. Je ne rentrai chez moi qu'une fois la nuit tombée. J'étais épuisé et je ne cherchais pas à examiner cet artefact que j'avais acquis. Je le posai sur ma table de chevet, me lavai les dents et montai directement au lit sans avoir la force de faire autre chose. Mais les problèmes allaient débuter dès cet instant précis. Plusieurs heures plus tard, dans la nuit, je me levai pour hydrater ma gorge sèche, ne remarquant pas le clignement des yeux des personnages représentés sur le porte-clés se figer sur moi. J'eus cette étrange sensation d'être observé, mais ne pouvant prouver cette hypothèse, je retournai alors au lit, ne suspectant même pas l'objet qui se trouvait juste à côté de moi. Les jours passèrent et ce malaise ne fit qu'empirer. Je ne me sentais plus en sécurité chez moi, et ça arrivait au point où je m'imaginais des milliers d'yeux me fixant de tous les côtés. Ma colère grimpait considérablement. J'ai toujours été colérique, oui. Mais j'ai toujours été quelqu'un de plutôt raisonnable. Je finis par retourner ce porte-clés, y découvre un signe, et pas n'importe lequel. 4 flèches doubles se croisant perpendiculairement et diagonalement. C'était le signe du chaos. N'importe qui, en voyant cela, se serait sûrement posé des questions, mais dans mon état mental actuel, cela ne me surprenait même pas. Mais ce n'était pas la seule chose, oh diable non. Au travail, mon humeur se dégradait considérablement et cela se voyait par mes actions. Irrité, je finis par blesser un coupable. Un témoin appela la police et je fus placé en garde à vue. Ironique vu mon travail. Ce n'était pas normal. Jamais je n'aurais pu faire une telle chose. Je me limitais à des menaces, rien de plus. Intrigué, je finis par effectuer des recherches à propos de ce porte-clés, une fois ressorti. Qui sait, peut-être que d'autres personnes avaient eu des expériences similaires ? Rien. J'avais beau utiliser tous les mots-clés possibles, aucun résultat n'apparaissait. La seule chose que je réussis à dénicher était un vieux site créé par un homme probablement croyant. Dedans, il parlait de l'origine d'un artefact divin conçu par le dieu et le diable. D'après lui, ces 2 entités vivaient autrefois en harmonie, jusqu'à ce qu'une rupture les sépare. Une guerre fut alors déclarée et les 2 créèrent le porte-clés. Une moitié possède la bénédiction de l'être divin, l'autre le châtiment du mal.
quiconque porterait cet objet verrait sa colère décuplée, pour calmer celle du dieu et du diable. Ce moyen était le seul pour que les deux entités évitent d'entraîner le monde humain dans leur rage. Je ne comprenais rien de ce qu'il disait, et il valait mieux ne pas comprendre. Même des tests chez le médecin m'indiquèrent qu'il n'avait rien d'alarmant. Cela devait être une sorte d'effet placebo, je ne voyais pas d'autre réponse. Mais je n'arrivais pas à vivre normalement avec ça dans ma tête. Chaque nuit, le même cauchemar me hantait. Me faire posséder par un quelconque être. Je me sentais sans vie, sans âme. Et je n'étais pas seule. Je n'étais jamais seule. Comme si depuis le moment où ce porte-clés était entré chez moi, un spectre me pourchassait où que j'aille. Ma tête me faisait mal. J'avais des nausées et des vomissements soudains. Je me sentais lourd. Et plusieurs fois, je ressentais une sensation de vertige. Je n'avais pas de fièvre pourtant. À chaque instant, je croyais devenir fou. Allais-je finir ma vie dans un asile, mourir misérablement, sans pouvoir revoir la lumière du jour? Tous les soirs, en rentrant, je crois voir une figure noire, maigre et longue, me fixant de ma chambre. Elle était là. Je pouvais presque la toucher. Elle regardait ma vie, me suivait comme une ombre qui n'aurait jamais dû exister. J'entendais des voix dans ma tête, des murmures à faire délirer un moine, ou des cris à en arracher des tympans. Toujours rien. J'avais beau hurler au docteur que quelque chose n'allait pas, il n'observait rien. C'était réel, je vous le dis. Je les voyais, je les entendais, je les sentais, je les... Me voilà, des semaines après ces événements. Après réflexion, je me suis dit qu'il valait mieux détruire cet objet et passer à autre chose. Peu importe les conséquences de mon choix, je ne voulais plus avoir affaire ni à ce porte-clés, ni à cette détresse mentale. Alors, je l'ai détruit. Personne d'autre ne mérite de subir une telle torture. Que les éboueurs emmènent ces fragments loin, très loin, trop loin pour que je puisse les revoir un jour. Et que ce Dieu et ce diable enragent s'ils le souhaitent, cela ne me concerne plus. Cela ne me concerne plus. Cela ne me concerne plus. La sosie. Une nouvelle écrite et interprétée par Andrea, Salomé, Naël, Adèle et Romane. Une nouvelle parmi les 6 créées par les 4e C du collège Pierre de Ronsard et mise en musique par Le Cri de l'Armoire. Bonjour, je suis Annelle Ridgerson et voici mon histoire. J'ai 25 ans, des cheveux roux bouclés, des yeux verts clairs et des taches de rousseur. Mes amis me disent souvent que je suis courageuse, que je suis une personne agréable avec qui on peut parler de tout et que je les gâte à chaque fois que je les vois. Mais parfois, je peux être assez impatiente, je me fais facilement avoir et je suis obligée de mettre une grain de sel dans chaque petite histoire. Je suis fille unique, donc je sais plutôt bien me débrouiller seule, et j'ai déménagé d'Australie pour m'installer en Espagne avec ma mère en raison de son travail. Malheureusement, mon père nous a abandonnés pour une autre femme et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Depuis petite, j'adore découvrir de nouvelles choses et adolescente, je me suis mise au volleyball et je n'ai plus jamais arrêté. Mon déménagement n'a pas été des plus joyeux. J'ai dû laisser beaucoup de souvenirs en Australie, mais ma mère a été à mes côtés, donc je m'estime heureuse. Ma mère m'avait offert une boîte pleine de bijoux qu'elle venait d'acheter dans un stand en Australie.
juste avant notre déménagement, pour me remonter le moral. Je l'ai ouverte et je suis tombée sur une vingtaine de bijoux, plus beaux les uns que les autres. Bizarrement, un élastique qui n'avait rien à faire au milieu de tout cela a attiré mon attention. Pourquoi un pauvre élastique se trouvait dans une belle boîte à bijoux ? Mais un élastique peut toujours être utile, donc je l'ai mis à mon poignet au cas où j'en aurais besoin. Après quelques semaines de recherche, j'ai enfin réussi à trouver un travail en tant que maîtresse de maternelle dans un établissement près de chez moi dans lequel je travaille avec des collègues très accueillants. Lors d'une journée banale, j'ai oublié mon élastique dans ma salle de classe en sortant de l'établissement. J'ai décidé d'y retourner pour le récupérer puisque la chaleur était insoutenable et avec mes cheveux assez épais, ce n'était pas forcément agréable. En entrant dans ma salle de classe, je vis une silhouette retournée sur ma chaise. Ne pouvant pas distinguer la personne, je me mis à marcher vers mon bureau. Quand je vis la personne, j'avais l'impression d'avoir eu une hallucination. Ce n'est juste pas possible, je dois rêver. Je me frottais les yeux, mais ça ne change à rien. Une personne me ressemblant comme deux gouttes d'eau était assise juste devant moi, avec l'objet que j'étais venue chercher, mon élastique. Je restais impassible, mais mon cerveau était en mode alerte. Mais qui êtes-vous? Anna Gerson? Que faites-vous ici? Je viens chercher mon élastique. Je me jetai sur mon élastique pour le récupérer et tout d'un coup, mon sosie se fit aspirer dans ce dernier. Les pieds en premier, elle essayait de s'accrocher au bureau, mais la force de l'élastique était bien trop forte. Elle glissa, ses ongles grinçaient sur le bureau, elle se fit aspirer. Je le jetai directement à la poubelle. Cet objet était terrifiant. Je suis rentrée à la maison, très perturbée. Ma mère l'avait remarqué. J'ai dû lui expliquer l'histoire de l'élastique dans la boîte, que je l'avais oubliée et la rencontre avec mon sosie. Elle me ria au nez. Puisque ma mère ne me prenait pas au sérieux, j'ai appelé ma meilleure amie qui vit en Australie, Elina. Elle m'a dit que je devenais folle et que mon boulot me fatiguait plus qu'autre chose. Je me suis retrouvée à aller voir une psychologue. Je me suis souvenue d'un détail. Quelques jours après, j'avais vu quelqu'un se pencher sur la poubelle et en sortir mon élastique. Cette histoire n'est peut-être pas finie. La malédiction est maintenant peut-être dans les mains de quelqu'un d'autre. Je vous raconte cette histoire 3 ans après. Personne ne m'a cru et j'essaye d'oublier cette histoire. L'éclat du néant. Une nouvelle écrite et interprétée par Mickaël, Yaya, Lou, Nino et Hugo. Une nouvelle parmi les 6 créées par les 4e C du collège Pierre de Ronsard et mise en musique par Le Cri de l'Armoire. Je m'appelle Axel Byers. J'ai 14 ans, je mesure 1m71. J'ai les cheveux bruns et bouclés. J'ai un petit frère de 2 ans, Swan. Je suis un élève de 3e dans le collège Kennedy, un très grand collège de la banlieue de Boston. Je suis plutôt bon élève. Je fais partie d'une petite bande d'amis. Pas très populaire. Il y a Joshua, mon meilleur ami, on te dit presque tout. Ma petite amie Joyce,
Je tiens énormément à elle, ainsi que Brian et Tyler. 2 petites terreurs, mais au fond, ils sont très sympathiques et très drôles. J'ai un emploi du temps très chargé, à cause des cours et de mes entraînements d'athlétisme. Ma vie était une vie assez banale, jusqu'au jour où je me suis rendu à ce vide-grenier. C'était un jour d'automne. Je rentrais des cours quand je suis passé devant une vieille maison. Lugubre. Une pancarte était accrochée sur le grand portail noir. On pouvait lire « Vide-grenier des Bois-Wau ». Vente de toutes sortes d'objets anciens. D'abord, j'ai voulu passer mon chemin. Mais ma curiosité m'a poussé à y jeter un coup d'œil. Je me suis approché du portail, j'ai passé la tête et j'ai fait un vieux monsieur et une vieille dame derrière une grande table en bois. J'ai voulu repartir, mais ils m'invitèrent à rentrer. Je ne pouvais plus repartir désormais. Ils étaient très aimables. Ils me présentèrent leurs marchandises, des tableaux, des lampes, des boîtes à bijoux et beaucoup de vaisselle. Je n'avais qu'une hâte, c'est de repartir. Mais je ne voulais pas être impoli. Au bout d'une demi-heure, ce qui me parut une éternité, je m'apprêtais à partir lorsqu'un carton attira mon regard. Je leur ai demandé ce qu'il y a à l'intérieur. Ils m'ont répondu que c'était des choses à jeter, mais bizarrement, ce carton m'attirait comme s'il m'appelait. J'insistais pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Dans le carton, il y avait un petit miroir de poche doré. Le dos du miroir était de velours rouge. Je le pris dans mes mains. Il était très froid. Je me suis demandé pourquoi il voulait le jeter, car il avait l'air de valoir une certaine somme. Je l'ai pris, donc je suis reparti chez moi, en possession du miroir. Arrivé chez moi, mes parents me demandèrent pourquoi j'étais rentrée si tard. Je leur ai dit que j'avais été chez un ami pour réviser, car si je leur avais dit la vérité, ils m'auraient sûrement dit de ne pas rentrer chez des inconnus et j'aurais été punie. Je suis montée dans ma chambre pour faire mes devoirs. La soirée se passa bien. Le lendemain à l'école, mes amis me proposèrent de faire une sortie au cinéma le soir même. Sur le chemin pour rentrer chez moi, je réfléchissais à la manière de demander à mes parents l'autorisation de pouvoir sortir avec mes amis. J'ai donc passé l'après-midi à ranger ma chambre, à laver le linge, à passer l'aspirateur et j'ai mis la table, dans l'espoir que mes parents me disent oui. Mais ils ont été très catégoriques. Ils m'ont dit que j'étais trop jeune et qu'il fallait que je me couche tôt car il y avait école demain. Je suis partie bouder dans ma chambre et après quelques minutes, j'ai décidé d'y aller quand même. Je suis descendue tout doucement sans faire de bruit pour ne pas réveiller mes parents. Une fois dehors, j'ai rejoint mes amis au cinéma. Le film était génial. Je suis rentrée chez moi un peu coupable. Je suis remontée dans ma chambre sans un bruit et je me suis posée sur mon lit en réfléchissant à l'incroyable soirée que je venais de passer. Quand tout d'un coup, j'ai senti quelque chose de ma peau. C'était le miroir. J'avais oublié qu'il était dans ma poche. Je l'ai sorti. Il était vraiment beau. Mais je vis qu'une fissure était apparue. J'avais dû m'asseoir dessus sans faire exprès. Dans l'angle de la fissure, j'ai vu une personne qui me ressemblait étrangement, comme un sosie. Il tremblait et souriait d'une étrange manière, comme s'il était dépourvu d'émotion. Il avait un regard vitreux et me regardait avidement sans détourner le regard. Cela devait être mon imagination qui me jouait des tours. Je me suis endormie assez rapidement au bout de quelques minutes. Le lendemain, je regrettais un peu cette escapade nocturne car j'étais fatiguée et de mauvaise humeur. Je n'étais pas en forme. Le matin, en cours de maths, Joshua a eu une meilleure note que moi et a commencé à me provoquer car d'habitude c'est moi qui ai les meilleures notes. Mais au lieu de le féliciter, je l'ai rabaissé. Je lui ai dit que c'était de la chance, qu'il ne méritait pas sa note, ainsi que tout un tas de choses méchantes qui n'avaient rien à voir. Il a assez mal pris que je m'énerve pour rien car il ne m'a plus parlé de toute la journée. Je me suis sentie terriblement coupable. Je ne savais pas ce qui m'avait pris. Cela devait être à cause de la fatigue. Le soir, j'ai sorti le miroir de ma poche.
une nouvelle fissure était apparue. Dans la fissure, j'ai vu la personne que j'avais vue la veille, mais je la voyais plus nettement, et je remarquais qu'il avait les yeux rouges. J'étais en train de perdre la tête. Il fallait vraiment que je me repose. Pour ne pas l'abîmer une nouvelle fois, j'ai décidé de le laisser chez moi. Le lendemain, ça n'allait toujours pas. Pourtant, je m'étais couchée tôt. La journée avait bien commencé, 2 20 sur 20 en maths et en physique chimie. Je m'étais réconciliée avec Joshua. Tout se passait bien jusqu'à la cantine. J'étais en train de manger tranquillement avec Joshua et Joyce. Brian et Tyler étaient en train de nettoyer la salle de physique car ils avaient renversé leur tube à essai. On discutait tranquillement lorsque Joshua commença à me taquiner. Il faisait souvent ça, mais ce n'était pas pour être méchant, c'était juste pour rigoler. D'habitude, ça ne me dérangeait pas, mais ce jour-là, une petite voix dans ma tête m'a dit qu'il fallait que je me venge et que je le frappe. D'abord, j'ai trouvé ça stupide, mais la voix insista, alors je l'ai frappé. Il m'a fait la tête toute la semaine. Il ne me parlait pas et m'ignorait même. Mon état s'aggravait de plus en plus. J'avais des maux de tête et des trous de mémoire. Il y avait des choses que je faisais et dont je ne me souvenais pas, ou très vaguement. Après cet incident, mes parents avaient été convoqués et j'avais écopé de 2 heures de retenue et d'une punition. Mes notes chutaient et je n'arrivais plus à me concentrer en cours. Mes parents et moi étions plus distants, nous qui étions assez proches. Ils m'ont confisqué tous mes écrans, m'ont interdit d'aller à certains entraînements d'athlétisme pour réviser et de sortir avec mes amis. En plus de tout cela, mon frère devenait de plus en plus insupportable. Il pleurait de plus en plus et me dérangeait tout le temps, car sa chambre se trouvait juste à côté de la mienne et les murs n'étaient pas très épais. Je commençais à tomber en dépression, car personne ne m'écoutait ni ne me comprenait. Même Joyce devenait de plus en plus distante avec moi, me disant que j'avais un comportement étrange depuis quelque temps. À force de me le répéter, une colère sourde m'envahit peu à peu, m'amenant à la gifler comme poussée par une force intérieure. Je n'arrivais plus à me contrôler. D'ailleurs, Joyce me quitta et Brian et Tyler ne m'adressèrent plus la parole. J'étais abattue et déprimée. Pour me réconforter, je suis allée chercher le miroir car cela faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti et il me rappelait l'époque où tout allait bien dans ma vie. Sur le petit miroir, des fissures étaient apparues. Je me suis demandé comment ces fissures avaient pu apparaître étant donné que le miroir était resté dans le tiroir tout ce temps. Dedans, je voyais toujours la personne aux yeux rouges qui me regardait fixement. Mais à présent, je la voyais très nettement, comme si elle se trouvait réellement derrière moi. J'ai cru l'entendre me parler. Elle m'a dit de m'approcher pour mieux l'entendre. Je me suis approchée. D'un coup, j'ai senti quelque chose m'envahir. J'avais de plus en plus froid et je tremblais. Mon désespoir se transformait en haine. La voix me parlait une nouvelle fois, mais cette fois-ci, je l'entendais comme si la personne se trouvait juste à côté de moi. Elle me disait de me venger de tout ce qui était à l'origine de ma tristesse. Je voyais flou. La rage me consumait. Ou peut-être était-ce autre chose, car je ne contrôlais aucun de mes mouvements. Je sentais juste que je marchais. Mais vers où ? Bonne question. Au bout de quelques temps, j'ai reconnu la maison de Joshua. J'ai forcé la serrure et j'ai monté l'escalier sans faire de bruit. Je suis rentrée dans sa chambre, j'ai pris tout ce qu'il avait de plus cher, son téléphone, sa console et ses figurines collector que ses parents venaient de lui offrir. Je suis repartie, j'ai eu l'impression de prendre la direction du collège. Mon impression était la bonne, car au bout de 5 minutes de marche, je me suis retrouvée devant le collège. J'ai pris quelque chose dans ma poche. Je n'ai pas compris tout de suite ce que c'était. Mais après quelques secondes, j'ai senti de la fumée. Ce que j'avais sorti de ma poche devait sûrement être un briquet. Je venais de mettre le feu au collège. Je suis reparti dans une autre direction. Je ne savais pas où j'allais. À plusieurs reprises, j'ai manqué de m'évanouir. Et après une dizaine de minutes, je me suis retrouvée devant la maison de Joyce. La voix m'a dit alors: Tu l'as pour tout ce qu'elle t'a fait. Prends un morceau de verre du miroir dans ta poche et rentre à la maison. Je me suis senti avancer vers la maison. J'ai essayé de lutter pour reprendre le contrôle de mon corps. Mais en vain. J'étais désespéré. Je ne voulais faire de mal à personne, surtout pas à Joyce, car je tenais énormément à elle. Alors, une idée me traversa l'esprit. Peut-être que si je cassais le miroir, ma haine s'en irait et je redeviendrais comme avant. Alors j'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai réussi à récupérer le contrôle de mon bras et à briser le miroir. Mais au lieu d'être libéré de l'emprise qui avait pris possession de mon corps,
j'ai vu sortir du miroir mon sosie aux yeux rouges qui m'était apparu auparavant. Il ressemblait à un démon. Je n'en croyais pas mes yeux, mais il était bien là, devant moi, dans le ciel obscur de la nuit. Il me dit: C'est trop tard, grâce à toi je vais pouvoir exercer le mal librement dans ton corps. Et toi tu vas passer l'éternité à croupir dans ce miroir. Il fonça sur moi. Je vacillais et je ne sentis plus rien. Je le vis juste s'éloigner d'un pas long, avec un sourire narquois, en possession de mon corps. Nous avons échangé nos places, lui dans mon corps et moi dans le miroir. L'argent fait le bonheur. Une nouvelle écrite et interprétée par Ismaël, Eugène, Robin, Louaille, Napoléon. Une nouvelle parmi les 6 créées par les 4e C du collège Pierre de Ronsard et mise en musique par Le Cri de l'Armoire. Moi, c'est Clara Rashford. J'ai 25 ans et j'habite avec ma sœur Laura. Elle a 21 ans. Je suis blonde et on m'a toujours dit que j'avais de très beaux yeux bleus. Je n'ai jamais passé un jour de ma vie sans queue de cheval. Ma sœur, elle, adore les tresses. Elle, comme moi, avons toutes les deux une passion. Nous adorons la mer. On a de beaux souvenirs de quand on était plus jeune. Laura a toujours été frêle et jolie. Je suis plutôt musclée et sportive personnellement. Je porte le plus souvent du turquoise et j'adore les papillons. Nous sommes originaires d'Angleterre, mais nous vivons ensemble depuis que notre père a tué notre mère. Cet événement traumatisait les 2 petites filles que nous étions, surtout ma sœur. Et le psychologue nous conseillait alors de changer d'air. Ma sœur trouvait moins de travail car elle avait de sérieux problèmes à cause de cet accident. Elle ne pouvait passer 2 heures sans se figer, ou encore elle avait cette fâcheuse tendance à être paranoïaque. Malgré tout cela, on arrivait quand même à vivre quoique peu heureuse, mais ce qui comptait était qu'on soit en vie. Un beau jour, alors qu'on se baladait dans les rues de Pérols, on entendit un cri. C'était Henri. Henri était un sans-abri sympathique, mais un peu fou aussi. On parlait souvent avec lui lors de notre arrivée ici. Mais là, c'était différent. Il poussait des cris d'agonie au fond d'une ruelle. J'accourus avec ma sœur pour voir ce qui se passait. Henri se faisait étrangler par quelque chose d'invisible, de mystérieux. Les gens passant par là ne l'aidaient pas, pensant qu'il était juste devenu fou, mais nous savions que cette fois, c'était différent. 2 autres personnes, du nom de Thomas et Louis, accoururent pour l'aider, mais ce fut trop tard. Lorsque ma sœur arriva, il était déjà étalé sur le sol, mort. C'est alors que ma sœur me fit remarquer un petit papier sur son enceinte qu'il gardait près de lui. C'était un ticket de loto avec une inscription claire dessus. Toutes nos félicitations, vous venez de gagner 40 millions d'euros. Les 2 que nous fûmes, avec Thomas et Louis, à voir cette écriture, furent totalement choqués. 10 millions d'euros chacun devant nos yeux. On se dépêcha d'aller retirer l'argent sur des comptes en banque et chacun partit de son côté pour vivre une vie meilleure. Ma sœur allait clairement mieux depuis qu'elle consultait parmi les meilleurs psychiatres de France et je pus avoir une villa au bord de la mer. J'eus peu de nouvelles des 2 autres garçons avec qui on partagea la somme jusqu'à ce jour. Un matin, j'étais tranquillement en train de faire une baignade matinale dans ma piscine privée, quand ma femme de ménage reçut une lettre qu'elle me lut. C'était une invitation à l'enterrement de Thomas. Une fois arrivée, je vis ma sœur très inquiétée. On se parla un petit peu avec l'autre gamin, toujours vivant. L'une dit « Je crois qu'on a mal fait de garder cet argent ». L'autre répondit « Tu ne peux pas dire ça, c'est grâce à cet argent si nous avons une belle vie ». J'étais d'accord avec la réponse de cet homme, car elle avait clairement raison, mais ma sœur voulait clairement nous faire comprendre quelque chose. C'est alors qu'elle décrocha ses cheveux, ou plutôt une perruque. Elle avait un cancer. Et tout ce que je peux lui dire ce jour-là fut « ça va aller ». Mais 2 semaines plus tard, je fus de nouveau invité à un enterrement.
C'était ma sœur. J'étais si triste que je ne répondis pas aux gens à l'accueil de l'enterrement. Mais quelqu'un m'interpella. C'était l'homme du dernier enterrement. Je crois qu'elle avait raison. On subit une malédiction car on a volé ses tickets, me dit-il. Arrête tes bêtises, lui répondis-je. Moi aussi je suis triste pour ma sœur, mais ce n'est en rien une malédiction. Bien sûr que si, me dit-il en m'entraînant à l'écart du groupe car on attirait les regards. Viens, on va rendre cet argent. C'est alors que le drame arriva. Je lui mis une gifle pour lui faire reprendre ses esprits, mais il tomba par terre car je n'avais pas mesuré ma force. Il ne se releva pas. Je fus horrifié par ce que je venais de faire et je décidai de me débarrasser de son corps. Heureusement pour moi, il y avait une falaise près de cette ville-là. Je décidai donc d'y jeter le corps. Je n'avais jamais roulé aussi vite de ma vie. Je descendais son corps de ma Jeep et le jeta de la falaise. J'étais désormais toute seule. Plus de sœur, plus de mère, plus de père et plus personne pour moi. Je repartis sans remarquer qu'un papillon était entré dans la voiture. Une fois au volant, je vis ce magnifique papillon et j'arrêtai de regarder la route pendant une seconde. Puis, plus rien. « 40 millions d'euros. Fortune Cookie. Une nouvelle écrite et interprétée par Gabriel, Maxime, Cyrine, Kim et Anastasia. Une nouvelle parmi les 6 créées par les 4e C du collège Pierre de Ronsard et mise en musique par Le Cri de l'Armoire. La salle s'était vidée en silence. Pas un applaudissement, pas un mot. Seulement le bruit de la pluie qui commençait dehors, comme pour couvrir sa honte. Maxwell resta seul sur scène, les mains tremblantes, un fil de sueur glissant le long de sa tempe. Le lapin s'était échappé, les cartes s'étaient envolées, et son sourire, ce faux sourire de magicien, s'était fissuré devant tout le monde. Charlie l'attendait à la sortie. Elle avait l'air gênée. C'était pas si terrible, patron. Tais-toi, la magie ça n'existe pas. Et ce soir, tout le monde l'a vu. Ils marchèrent sans un mot. La ville semblait les avaler, une rue après l'autre. Les néons clignotaient dans les flaques, les visages passaient sans les regarder. Maxwell gardait ses mains dans les poches, crispées sur ses gants trempés. Puis, une odeur leur coupa la route. Chaude, sucrée, épicée. Le parfum s'échappait d'un petit restaurant chinois à langue, flottant jusque dans la nuit froide. Charlie esquissa un sourire. On pourrait au moins dîner, non ? Maxwell soupira, leva les yeux vers la lanterne rouge qui vacillait au-dessus de la porte. Il n'avait pas faim, mais quelque chose, dans cette odeur familière, lui donna envie de pousser la porte. Peut-être la promesse d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, le désastre de la soirée. Alors, il entra. L'intérieur du restaurant baignait dans une lumière rouge et dorée. Des silhouettes parlaient, bas, autour des tables, des baguettes tintaient contre la porcelaine. Maxwell et Charlie s'étaient installés près de la vitre, où la pluie dessinait des lignes tremblantes sur le verre. Le repas avait été silencieux. Charlie tentait quelques plaisanteries, mais Maxwell, le regard perdu dans son assiette, n'écoutait pas vraiment. Quand la serveuse apporta l'addition, elle posa aussi un petit bol de biscuits craquelés. Allez, faut au moins tenter sa chance. Maxwell prit le cookie machinalement. Il le cassa d'un geste sec. Un fragment de papier tomba sur la table, léger comme une mue de peau. Il lut sans émotion. Ton temps s'arrêtera à 22h14. Un souffle lui échappa, entre le rire et le soupir. Quelle idiotie ! Charlie leva les yeux. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle dit, la tienne ? Rien, des bêtises.
Il chiffonna le papier et le glissa dans la poche de son manteau sans même s'en rendre compte. Dehors, la pluie avait cessé. La nuit paraissait plus lourde, plus vide. Quand Maxwell regarda sa montre en rentrant, les aiguilles indiquaient 22h13. Il eut un rictus fatigué. Puis, à 22h14 précise, sa montre s'arrêta. Le lendemain matin, Maxwell s'était levé plus tôt que d'habitude. L'appartement sentait encore le tabac froid et la fatigue. Sur la table, sa montre gisait, immobile. Il la retourna plusieurs fois, vérifia la pile, la secoua un peu. Rien. Les aiguilles restaient figées sur 22h14. Vieille mécanique, rien d'étonnant. Il en changea la pile, referma le boîtier, vérifia l'heure. Mais à peine eut-il tourné la couronne qu'une fine craquelure apparut sur le verre, comme une cicatrice. Il fronça les sourcils. Charlie frappa à la porte peu après. Alors, mieux dormi? Pas vraiment. Tu penses encore à hier soir? Je pense à tout ce qui ne fonctionne plus. Les tours, la montre, moi. Charlie éclata de rire, posa un café sur la table. Ou alors c'est le destin qui te joue un tour, hein? Le destin n'existe pas, il n'y a que des erreurs de calcul. Maxwell leva la tête, son regard glacial. Mais quand Charlie partit, il resta seul. Les yeux fixés sur l'objet, la montre semblait le regarder en retour. Juste une seconde, il eut l'impression que les aiguilles avaient bougé. 3 jours passèrent. Maxwell avait repris quelques représentations, sans conviction. Le public applaudissait, mais il n'y avait plus rien derrière son sourire. Ce soir-là, il sortit d'un petit cabaret de quartier. Charlie l'attendait sur le trottoir, un sac de nourriture à emporter dans les bras. Regarde, ils ont mis un cookie gratuit dans la commande. Garde-le. Oh, allez, c'est juste pour rire. Charlie déposa le sac sur une caisse, ouvrit le biscuit, puis en tendit un autre. Maxwell céda. Il craqua le biscuit, un peu à contre-cœur. Un nouveau message, plié si fin qu'il en tremblait. Tu feras ce que tu aimes le plus. Il eut un rire nerveux. Charmant. Charlie fronça les sourcils. Quoi encore? Des mots sans sens, des bouts de papier. Le soir même, alors qu'il rangeait son matériel avant de partir du théâtre, Maxwell appela. Charlie? Silence. Le rideau battait doucement. L'air tiède sentait la poussière. Son assistante n'était plus là. Seul le sac de nourriture refroidie reposait sur la table, et à côté, un second cookie intact. Depuis ce soir-là, Maxwell n'avait plus touché un seul fortune cookie. Il lui envoyait parfois sur les tables des restaurants, derrière des vitrines, dans les mains des passants. Toujours ce même craquement sec, ce bruit de cookies brisés qui lui tordait le ventre. Charlie, elle, ne comprenait pas vraiment. Elle avait disparu quelques minutes pendant le numéro. Un appel urgent, avait-elle dit. Mais quand elle était revenue, le spectacle s'était terminé, dans un silence de plomb. Et Maxwell, lui, n'arrivait plus à se concentrer sur rien. Chaque soir, il vérifiait ses montres, ses cartes, ses accessoires. Chaque soir, il avait la sensation qu'on l'observait à travers le moindre objet brillant. Même ses tours les plus simples lui échappaient. Ses doigts tremblaient avant chaque geste, comme si le hasard lui-même s'amusait à le trahir. Une nuit, il rêva de biscuits, des centaines alignés sur la scène qui craquaient un à un dans l'obscurité. Et au fond du rêve, il y avait sa propre voix, répétant encore et encore. Il se réveilla en sueur, le cœur battant. Sur sa table de chevet, un emballage vide qu'il ne se souvenait pas avoir ouvert. Aucun message à l'intérieur. Juste ce parfum sucré, écœurant, qui ne voulait plus partir. La semaine suivante, Maxwell n'était plus le même. Ses gestes avaient perdu leur précision. Ses yeux semblaient toujours chercher quelque chose derrière les gens. Même Charlie, qui le connaissait depuis des années, n'osait plus le contredire. Un soir,
Après un spectacle particulièrement morne, elle arriva dans la loge avec un petit sac en papier. J'ai pensé que ça te ferait sourire. À l'intérieur, un fortune cookie. Il se figea. Non, pas ça. Maxwell, c'est juste un biscuit. Regarde-moi, c'est rien du tout. Elle insista, le lui tendit. Il voulut refuser, mais la honte d'avoir peur d'un simple gâteau l'emporta. Il prit le cookie. Un craquement sec résonna dans la loge, le papier tomba. Ton prochain tour sera le dernier. Il resta immobile. Charlie rit, croyant à une blague. Mais Maxwell, lui, fixait déjà son reflet dans le miroir de la coiffeuse. Quelque chose dans ce regard avait changé. La salle était pleine ce soir-là. Il voulait prouver que tout cela n'était que des coïncidences, des illusions. Un dernier numéro pour se prouver qu'il contrôlait encore le hasard. Le rideau se leva. L'air sentait la poussière et l'électricité. Maxwell entra, la montre au poignet, le sourire figé. Pour mon dernier tour, je vais disparaître. Une lumière blanche éclata. Un souffle, un cri quelque part dans la foule. Quand les rideaux retombèrent, la scène était vide. Seul un petit papier reposait sur le sol, froissé entre deux planches. Certains tours ne s'expliquent pas. Certains tours ne s'expliquent pas. Les disparus. Une nouvelle écrite et interprétée par Saïf, Elliot, Gabriel, Simon et Elliot. Une nouvelle parmi les 6 créées par les 4e C du collège Pierre de Ronsard et mise en musique par Le Cri de l'Armoire. Je m'appelle Lucas Mumbai, j'ai 22 ans et j'habite à Bourges. J'ai une grande sœur de 25 ans et 2 parents à la retraite. Je fais des études de commerce à l'université de Bourges. Mon histoire commence le 20 septembre 2024. Le temps était ensoleillé et j'avais décidé de faire une balade après mes cours. Je flânais dans une brocante lorsque je fus attiré par un étalage de vieux livres jaunis et de montres rouillées. Parmi eux, je vis une boîte en velours pourpre. Une boucle d'oreille s'y trouvait, son pourtour en or brillait doucement à la lumière du soleil, et son centre était orné de rubis en relief. Cette boucle d'oreille m'attirait par son éclat singulier. Et dans son reflet déformé, je pouvais me voir en plus beau. Je l'ai immédiatement acheté pour 150 €. Vraiment une bonne affaire. Enfin, c'est ce que je pensais avant de découvrir sa face cachée. J'étais loin de me douter de ce qui allait m'arriver. De retour chez moi, je lançai un bonjour rapide à ma mère, que je croisais dans le couloir. Je déposai mes affaires et la boucle d'oreille sur la table de chevet près de mon lit. Mon regard ne pouvait se détacher de l'écrin de velours pourpre, et je fus pris d'une envie irrésistible d'essayer ma nouvelle acquisition. La pluie commençait à tomber doucement sur les toits et fouettait les fenêtres. Vers minuit, j'entendis une voix mystérieuse qui me dit « Je te vois. » Je me demandais qui me parlait, et la voix répondit « C'est moi, celle que tu portes. Écoute-moi, tu seras protégé. Ignore-moi, et tu le regretteras. » Puis elle ajouta « Demain ne va pas en cours. » Le lendemain, j'en parlais à ma sœur, qui soupira avant de me dire que j'avais sans doute halluciné. Malgré la menace de la boucle d'oreille, je décidai d'aller en cours. Quand je racontais cette histoire à mes amis, ils se moquèrent de moi et dirent que j'étais sûrement schizophrène. La nuit suivante, je fus réveillé par une lumière étrange. La boucle d'oreille se mit à briller jusqu'à inonder la pièce d'une lueur rouge incandescente. La voix tonna. «
Tu n'as pas respecté l'ordre que je t'avais donné, alors tu vas en subir les conséquences. Je t'avais pourtant prévenu. Soudain, une brûlure atroce traversa mon oreille. Je me levai d'un bond et courus vers le miroir pour comprendre ce qui se passait. Mon oreille était rouge vif, ma peau se craquelait et des cloques apparurent. J'essayais en vain d'enlever la boucle d'oreille, mais c'était comme si elle faisait partie de moi. Ma peau avait fusionné avec elle. Après de longues minutes, la douleur s'estompa et la voix reprit. Tu m'appartiens désormais. Seule la mort pourra nous séparer. Mon sang se glaça. J'étais effrayée, secouée, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Avais-je rêvé ? Hélas non, la voix se manifesta à nouveau. N'en parle surtout pas à ta sœur. De toute façon, elle ne comprendra pas ce que tu lui diras. Le matin venu, malgré la peur, je tentais de tout raconter à ma sœur. La brûlure, la voix, ses menaces. Mais elle me regarda d'un air inquiet et me dit « Pourquoi tu parles comme ça ? On dirait que quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. La voix avait dit vrai. La journée passa lentement. Je ne cessais de me demander si cette boucle d'oreille était maudite. Mais à chaque fois, je me raisonnais. La magie n'existe pas. Voyez-vous, je fais partie de ceux qui ne croient que ce qu'ils voient. De plus, je sortais d'une grosse grippe. Cela pouvait expliquer ces hallucinations. Pourtant, à minuit, la voix retentit encore. Regarde-toi dans le miroir et dis mon nom 3 fois. Mon nom est Silas. Une lumière rouge envahit la pièce. Je m'exécutai, je me plaçai devant le miroir, pris une grande inspiration et dis « Silas, Silas, Silas ». Soudain, le miroir se teinta de rouge et une entité apparut. Elle était rouge pourpre, dotée de cornes tortueuses, mesurant 2 mètres, avec une longue queue noire. Son corps musclé contrastait avec son visage, déformé par un rictus effrayant et un regard sombre, trop intense. Terrifié, je reculai, mais l'entité s'avança. Elle sortit du miroir, membre après membre, jusqu'à se dresser entièrement devant moi. Ses cornes frottaient le plafond. Elle tendit une main vers moi, je reculai encore, buté contre mon bureau, ma lampe tomba. J'étais piégé. Sa main allait se refermer sur mon bras lorsque ma mère, alertée par le bruit, entra brusquement dans ma chambre. L'entité disparut aussitôt, me laissant en sueur, tremblant devant ma mère. Elle me demanda ce qui s'était passé, mais je n'osais rien dire. Elle ne m'aurait pas cru. Je compris alors que cette chose n'était pas seulement capable de parler ou de brûler, elle pouvait agir. À partir de ce moment, je vécus dans la peur. Chaque bruit me faisait sursauter. Une semaine plus tard, je décidai d'aller à la médiathèque chercher des réponses. Parmi les vieux livres poussiéreux, je trouvai une encyclopédie sur les créatures mythiques. J'appris que Silas était une entité démoniaque liée à un ancien pacte. Elle avait promis des pouvoirs surnaturels à un homme. Mais celui-ci, pris de peur, avait fui sans remplir sa part du marché. Pour se venger, Silas avait maudit la boucle d'oreille. Elle avait eu 16 propriétaires, dont 15 étaient morts mystérieusement. Le 16e avait survécu et écrit ce livre, celui que je tenais entre mes mains. Le soir même, Silas me dit « Je vois que tu t'es renseigné sur moi. » Je me demandais comment il pouvait le savoir, mais avec lui, plus rien ne m'étonnait. Puis il ajouta « À chaque battement de ton cœur, tu m'appartiens un peu plus. » Je ne compris pas le sens caché de ces paroles. D'autres suivirent, tout aussi énigmatiques. Souris, je veux voir la peur sur ton visage. Ou encore, si tu entends un murmure derrière toi, ne te retourne surtout pas. Une nuit alors, que je rentrais tard, j'entendis justement ces murmures. Un souffle chaud caressa ma nuque. Je ne me sentais plus en sécurité nulle part. J'étais le seul à percevoir ces phénomènes. Était-elle en train de me protéger ou de me détruire ? Je n'en savais rien. Je m'isolais peu à peu. Je n'allais presque plus en cours. Mes notes chutèrent. Je m'éloignais de ma famille et de mes amis. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. J'étais l'ombre de moi-même. Il fallait réagir. Je repris le livre. Sur la dernière page figurait une formule en latin, accompagnée d'une phrase. Seule une personne pure est censée pouvoir te délivrer. Au bord de l'épuisement, j'ai décidé de tenter l'impossible. Je descendis à la cave, un briquet à la main, prêt à supporter la douleur. J'essayais de brûler la boucle d'oreille. Une douleur fulgurante traversa mon oreille. Je hurlai. Silas apparut et dit «
Je t'avais prévenu, tu m'appartiens. Seule la mort peut nous séparer. Alors que j'étais résigné, ma sœur surgit, alertée par mes cris. Elle tenait le livre et dit d'une voix tremblante mais déterminée. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu es mon frère et je ne t'abandonnerai jamais. Elle ouvrit le livre et récita la formule magique. La boucle d'oreille se mit à vibrer, à se fissurer, puis éclata. Un cri inhumain déchira la pièce. Silas se tordait de douleur. Je me rappelai alors, l'homme du pacte avait trahi Silas. Je levai la main vers ma sœur. « Attends, s'il te plaît, laisse-le. » Silas se calma, il me regarda fixement. Et dit « Tu m'as sauvé, Lucas. Ta sœur allait te libérer, mais tu as choisi de me sauver. Ton cœur est pur, je te remercie, grâce à toi je suis libre. En échange, je t'accorderai ce que tu désires le plus au monde. » Puis il a disparu. Je m'évanouis. Le lendemain, je me réveillai dans mon lit. Mon oreille était intacte, une joie immense m'envahit, jusqu'à ce que Silas reparaisse dans le miroir. N'aie pas peur, je viens simplement t'offrir ce que tu désires le plus. Je répondis en repensant à l'homme qui l'avait trahi. Je ne veux rien d'autre que cela. Promets-moi de ne plus faire de mal aux hommes. Silas me fixa longuement. Tu penses aux autres plutôt qu'à toi-même. Ton cœur est pur, Lucas. Tu n'as pas besoin de pouvoir pour réussir ta vie. Ton vœu sera exaucé. Adieu. Il disparut dans un nuage de fumée rouge. Je ne revis jamais Silas. Je repris ma vie, me plongeai dans mes études, obtins brillamment mon diplôme en commerce et créai mon entreprise pour venir en aide aux personnes en difficulté. Mon succès fit la une des médias et mon entreprise se développa à l'étranger. Un jour, en me regardant dans le miroir, j'entendis la voix de Silas murmurer. Tu n'as pas besoin de pouvoir pour réussir dans la vie. Il disait vrai.